TF1 20h avec Dominique Baudis. Les acquis de la grève des ouvriers polonais vont-ils être remis en cause par Stanislas Kania? C'est la seule question que se posent ce soir les Polonais. Les élections sénatoriales, J-3 semaines. Désignation demain des grands électeurs. Tennis, demi-finale de l'Open des États-Unis. John Borg l'emporte après bien des difficultés. Les dragsters, des monstres à 2 et 4 roues. Bonsoir. La nuit dernière, le Parti communiste polonais s'est donc donné un nouveau premier secrétaire qui devient ainsi le numéro 1 du pays. Stanislas Kania est sorti de l'ombre à la faveur du limogeage d'Édouard Gierek, victime de sa santé sans doute, mais aussi d'une situation politique qu'il ne maîtrisait plus. Depuis ce matin, le principal point d'interrogation porte sur la personnalité et sur la tendance de ce Stanislas Kania qui prend en charge la Pologne au milieu du gué. Âgé de 54 ans, M. Kania est ce qu'il est convenu d'appeler un apparatchik, un homme d'appareil, un homme discret, mais dont on mesure la puissance quand on sait qu'il contrôlait des secteurs aussi essentiels que la police, l'armée ainsi que l'Église. Depuis des années, M. Kania avançait tranquillement dans le sillage d'Édouard Gierek, dont il a été, semble-t-il, un fidèle soutien. Au cours des dernières semaines, lorsque la Pologne s'est trouvée plongée dans la crise, Stanislas Kania s'est rangé du côté des libéraux. Il n'était pas de ceux qui recommandaient la répression, au contraire. Il est lui-même allé à Gdansk pendant les grèves pour y préconiser la conciliation. Cela dit, plusieurs questions se posent encore. Quel a été le rôle de Moscou dans la désignation de M. Kania? Quelle carte va jouer le nouveau secrétaire dont la marge de manœuvre est étroite, prise entre l'intransigeance du mouvement ouvrier polonais et la vigilance du voisin soviétique? On connaît déjà quelques-unes des phrases qu'il a prononcées hier devant le plénum du comité central, immédiatement après son élection. Il veut rétablir la confiance en renouant les liens entre la population et le parti. Il se félicite que la crise ait été résolue par la concertation et le dialogue. Il promet qu'il recherchera les véritables origines du conflit afin d'éviter qu'il se reproduise. À propos des syndicats libres, il estime que leur rôle est de défendre les droits des travailleurs et d'être les partenaires de l'administration. Enfin, il proclame et souligne la nécessité pour lui de s'opposer aux éléments antisocialistes. En tout cas, c'est avec un très grand calme que les Polonais ont accueilli ce matin la nouvelle du limogeage d'Édouard Gierek. Ni manifestation de joie, ni manifestation de dépit, simplement un désir de s'informer pour tenter de comprendre. Et d'immenses files d'attente se sont alignées devant les kiosques à journaux où l'on a vendu avec beaucoup de retard les quotidiens qui annonçaient la nomination de M. Kania. Jacques Grignon du Moulin. À Varsovie, on s'est encore une fois de plus jeté sur les journaux cet après-midi, après 15 heures. Ceux qui n'ont pas réussi à être servis dans les kiosques ce matin, après l'épuisement rapide des quotidiens comme Tribunal Oudou, l'organe du parti, ceux-là ont fait la queue pour acheter l'Express, quotidien de Varsovie, qui a paru plus tard que d'habitude cet après-midi. On s'est bousculé autour des postes publics de télévision pour regarder le journal diffusé ce samedi à 16h. Depuis 10 ans, la durée du règne de M. Gierek, jamais les Polonais n'ont eu autant l'occasion, en si peu de temps, de s'intéresser à la politique. Bien rares ont été les acheteurs de journaux qui, comme celui-ci, se sont mis à les lire en pleine rue. Chacun, après avoir fait la queue, est parti avec son quotidien plié sous le bras ou glissé dans la sacoche que tous les habitants de Varsovie emportent avec eux au cas où ils tomberaient soudain sur la denrée ou le produit qu'ils convoitent, et la liste en est longue. Bien entendu, pas le moindre commentaire dans les files d'attente devant les kiosques à journaux, on a appris la méfiance dans le passé. C'est plutôt avec résignation et scepticisme que l'homme de la rue considère le remplacement de M. Gierek par Stanislas Kania. Ce dernier est peu connu, moins qu'un Olszynski, considéré jusqu'ici par certains comme le numéro 2 du parti, ou que M. Jagielski, qui a conclu pour le gouvernement les accords avec les grévistes de Gdansk. Étonné par les événements exceptionnels qui se succèdent en Pologne depuis 3 semaines, ce que l'homme de la rue, comme l'ex-gréviste de Gdansk ou d'ailleurs, espère, ce qu'ils attendent, ce sont des changements qui améliorent leur sort matériel et leur donnent plus de liberté. Le nouveau pouvoir pourra-t-il leur apporter ce changement? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Vous allez maintenant voir les images tournées hier pendant la réunion de la Diète à Varsovie. Les députés discutaient du programme gouvernemental devant le fauteuil vide d'Édouard Gierek. Une absence sans précédent, une absence dont on a compris les raisons avec la lecture à la tribune, c'est ce que vous voyez,
du communiqué médical annonçant que le premier secrétaire souffrait de très sérieux troubles cardiaques et qu'il venait d'être hospitalisé. Quelques applaudissements polis vont saluer les vœux de prompt rétablissement. Les députés avaient déjà compris que ce bulletin de santé était tombé comme un coup près. Édouard Guirec quitte donc le pouvoir comme il était venu, porté en 70 par un vaste mouvement de grève. Il est balayé en 1980 dans les mêmes conditions. Michel Bader. Quelle que soit la gravité de sa maladie, qu'importent les raisons de son effacement, Édouard Guirec est parti comme il était arrivé, c'est-à-dire dans la tempête. Cet homme calme, ouvert et pondéré, laissera de lui l'image d'un trait d'union possible entre l'Est et l'Ouest. Sa dernière participation à la coexistence entre les deux blocs fut le rôle déterminant qu'il joua au cours de la rencontre entre Brejnev et Valéry Giscard d'Estaing tout récemment. Communiste, Guirec n'a de leçons à recevoir de personne dans ce domaine. Il appartient même à la vieille garde. Exilé en France, où il était mineur, mais aussi militant communiste, il fut refoulé en raison de son militantisme lié à son statut de travailleur étranger. C'est alors en Belgique qu'il retrouve le carreau de la mine, mais aussi sa passion du socialisme actif. Sa parfaite connaissance de notre langue date de cette époque, entre 1931 et 1934, et de cette époque date également son appartenance au Parti communiste. Après avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie par cooptation, comme il se doit, Guirec sut toujours entretenir et conserver le dialogue difficile, soit avec les travailleurs qui espéraient une meilleure reconnaissance de leur travail, soit avec les intellectuels qui finirent par adopter ce self-made man, soit avec l'omniprésent appareil du parti. Cette politique de balance entre les extrêmes, il sut l'appliquer autant en politique étrangère qu'à l'intérieur de son pays. Communiste historique et convaincu, allié fidèle de l'Union soviétique, il ne fut jamais servile à l'égard du tuteur de fait. Durant ces 10 années de gouvernement, Édouard Guirec eut à affronter les problèmes économiques propres aux pays socialistes et les concilier avec ses convictions, mais aussi avec les obligations de ses alliances. Édouard Guirec, l'homme, retrouvait toute sa faconde, sa nature dans les fêtes folkloriques de son pays, et il aimait, comme premier secrétaire du parti, se mélanger au peuple polonais qu'il connaissait parfaitement. Le premier message de félicitations reçu par le nouveau premier secrétaire, M. Kania, c'est un message qui venait de Moscou. Il était signé Léonid Brejnev, Gérard Saint-Paul. En effet, c'était un message assez long, particulièrement long. Cher camarade Kania, écrit Léonid Brejnev au nouveau numéro 1 polonais, les communistes soviétiques vous connaissent comme un combattant courageux pour les véritables intérêts et le bien du peuple, comme une personnalité qui s'en tient fermement aux positions de l'internationalisme prolétarien. Nous exprimons une ferme conviction que, sous la direction du Parti communiste, le peuple polonais saura, dans un bref délai, résoudre les tâches complexes et surmonter les difficultés auxquelles le pays est confronté, s'unir dans la lutte pour les idéaux du socialisme et de la prospérité de la Pologne, noble et responsable. Fin de citation. Ce message de Léonid Brejnev, reproduit par l'agence TASS, ressemble fort à un code de bonne conduite pour la Pologne à l'intérieur du camp socialiste des pays de l'Est. L'agence TASS souligne aussi, et l'accusation est grave, que les grèves de Pologne n'étaient pas spontanées, mais au contraire préparées dans les moindres détails, ajoutant que Lech Walesa s'occupait depuis 2 ans, dans l'illégalité, de l'organisation de ces syndicats libres dans les villes de la Baltique. Tout ceci montre que Stanislas Kania, le nouveau numéro 1 polonais, devra jouer serré pour éviter les dérapages politiques. Le service étranger de TF1, d'autre part, a réussi à joindre en fin d'après-midi le bureau du syndicat indépendant à Gdansk. Lech Walesa ne s'y trouvait pas, il était en visite chez l'évêque de Gdansk. Mais ses camarades nous ont indiqué qu'il ne s'intéressait pas au changement de personne dans le Parti communiste polonais, mais bien au contraire à son programme. Tout ceci est interne au parti, disent-ils, cela ne nous regarde pas. Après avoir pris contact avec le voïvode, le préfet de région, ils affirment, les grévistes donc, avoir le sentiment que les autorités sont apparemment disposées à respecter leurs engagements et les accords conclus à Gdansk. Mais voici un autre son de cloche. Le quotidien de l'armée polonaise réaffirme aujourd'hui son attachement au pacte de Varsovie avant le début des grandes manœuvres dont vous voyez ici les premières rencontres d'état-major.
Le renforcement permanent de la solidarité de ce pacte, affirme l'armée polonaise, eh bien c'est un devoir patriotique. Alors, Kania, Wałęsa, même combat, eh bien rien n'est moins sûr. Le reste de l'actualité, le jeune néofasciste italien Marco Affatigato a été extradé aujourd'hui. Marco Affatigato a été remis aux autorités italiennes en fin de matinée. En ce moment, il se trouve à Bologne. Je vous rappelle que c'est à la suite de la tragédie de la gare de Bologne que l'Italie avait demandé l'extradition d'Affatigato. Politique française, élection sénatoriale le 28 septembre prochain. Un tiers des sièges seront renouvelés, ceux des départements allant par ordre alphabétique de l'Ain à l'Indre. Demain, les conseils municipaux des communes concernées commenceront à se réunir pour la désignation des grands électeurs. Il s'agit en effet d'une élection au suffrage universel, mais indirecte, comme le rappelle Bernard Chevalier. Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé des députés, des conseillers généraux, des délégués des conseils municipaux. Ainsi, demain, 40 129 délégués seront choisis dans 39 départements de l'Ain à l'Indre par les conseillers municipaux. Leur nombre dépend du total des communes et de l'importance de la population de celles-ci. Deux cas peuvent se présenter. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués se répartissent de la manière suivante. 1 pour les conseils municipaux de 9 et 11 membres, 3 pour ceux de 13 membres, 5 pour ceux de 17, 7 pour les conseils de 21 membres, 15 pour ceux de 23, c'est-à-dire les communes de 3 500 à 10 000 habitants. Pour les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants au-dessus de 30 000. Le choix des conseillers municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général. Les conseillers municipaux, bien sûr, et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune sont éligibles. Deux modes de scrutin sont obligatoires, majoritaire à 3 tours dans les communes de moins de 9 000 habitants, représentation proportionnelle pour celles de plus de 30 000 habitants. Le mouvement des jeunesses communistes réunit son conseil national à Aubervilliers durant ce week-end autour du secrétaire général, Pierre Zarka. Thème des travaux, les luttes à engager pour la défense de l'emploi et celle du service public de l'enseignement. M. Michel Crépeau ira jusqu'au bout de sa candidature à l'élection présidentielle. Le président du mouvement des radicaux de gauche a confirmé sa détermination à l'occasion du comité directeur de son mouvement. Michel Crépeau sera candidat dans toutes les hypothèses, alors qu'il avait laissé entendre il y a quelques mois qu'il était prêt à soutenir la candidature de Michel Rocard. À propos des thèmes et du style de la campagne qu'il entend mener, Michel Crépeau affirme qu'il veut bouleverser le jeu politique traditionnel. Il a répondu aux questions de Bruno Mazur. Les gens attendent quelque chose de la politique, une espèce de phénomène de roll-ball à l'égard des 4 partis politiques qui occupent la scène depuis des années, qui répètent toujours la même chose, qui se chamaillent entre eux et qui se chamaillent à l'intérieur d'ailleurs de chacun d'eux. Tout ça n'est pas très satisfaisant, tout ça ne correspond pas du tout à la dimension des problèmes qui se posent aux hommes du temps présent. Et c'est peut-être parce que cette dimension à la fois réaliste et généreuse du radicalisme manquait que nous en sommes sur le plan politique là où nous en sommes. Et je me lance dans cette bataille avec beaucoup de confiance, d'abord parce que je sais que j'ai derrière moi une longue tradition et qu'il y a beaucoup de gens en France qui se sentent radicaux, qui ne votent pas radical parce que précisément le radicalisme était éparpillé, parce qu'il avait aussi un problème d'identité, peut-être un problème d'homme aussi. Et je crois que nous avons déjà, et nous aurons très facilement, nous, plus de 500 maires et peut-être plus de 1000 pour soutenir notre candidature, ce qui fait que je serai probablement le seul candidat à pouvoir me trouver jusqu'au bout en face des candidats des 4 grands. À ce moment-là, il n'est pas du tout impossible que nous atteignions un score de l'ordre de 10%, ce qui modifierait complètement les données de la politique française. Nous en avons parlé souvent au cours de nos éditions précédentes, en donnant les résultats sportifs. Vous le savez, la saison a été remarquable pour les Français en sport équestre. Après les très beaux résultats du concours complet de Fontainebleau, les Français se distinguent à nouveau au concours international du Vaudreuil, où ils ont remporté hier les 4 épreuves de la journée. Et puis, demain, l'équipe de France junior, championne d'Europe, n'aura sans doute sur 10 nations que les Américains comme concurrents sérieux.
Des succès qui révèlent bien sûr la qualité des cavaliers français, mais aussi de leur monture. Nos chevaux de selle sont d'ailleurs un très bon produit d'exportation. Ils ont représenté l'an dernier une rentrée de 15 millions de francs. Et pourtant, l'élevage français ne se développe pas autant qu'il le pourrait. Une enquête conduite en Normandie par Jean-François Robinet. S'il n'y avait la passion du cheval, il disparaîtrait de nos prairies. Son élevage est délicat. Il faut attendre l'âge de 3 ans pour les petites épreuves de présentation et 7 à 8 ans pour les vraies compétitions. Le ministre de l'Agriculture a distribué en 1979 plus de 15 millions de francs de primes d'encouragement. Mais, peut-être, faute d'une sélection rigoureuse, le bon cheval de sport reste l'objet rare. Nous l'avons constaté en suivant dans ses achats Yves Lemaire, marchand de chevaux qui fournit de grands cavaliers. Nous sommes en Normandie. Moi, je crois qu'il faut en faire naître beaucoup. Je crois qu'on s'aperçoit d'ailleurs dans les grands élevages où il y a une douzaine de poulinières, et il en sortait un ou deux, disons très bien, pour en avoir un peut-être à 4 ans ou 5 ans. C'est rentable? On fait ça parce qu'on est né dans les chevaux, on aime ça. C'est pour mettre ses pattes, hein, tout de suite. C'est un gros bébé. Là, à droite. Allez. Voilà, beaucoup mieux, hein. Oui, on aimerait le voir avec une meilleure ligne de dessus quand même, hein. Mais tiens, c'est pas mal ça. Non, vous m'avez dit c'est pas mal ça. Oui, oui, c'est bien parce qu'on dit tellement de choses dans notre métier. Et comme je vous connais bien maintenant, que quand c'est pas mal, c'est que c'est très bien. C'est ça. C'est notre boulot de faire ça, d'aller prospecter les chevaux, de connaître, et moi par l'intermédiaire de Pierre Paulou, il me fait connaître pas mal de chevaux, il m'en fait voir, et ça me fait gagner du temps aussi. Ce qui permet aussi de faire gagner du temps aux cavaliers, quoi. Alors, combien vous en demandez un cheval comme ça? Avec lui, c'est très bien qu'on discute pas longtemps, je vais lui vendre 20 000. Vous allez l'acheter, 20 000? C'est possible, mais il veut m'en fourrer un autre avec. 20 000 francs, cela paraît cher pour un 3 ans. Mais il a fallu le faire naître et l'élever avec soin. Il est donc rare qu'un agriculteur se consacre uniquement aux chevaux. L'idéal est l'élevage mixte. Il y a une bonne association au niveau des sols entre la pâture des chevaux et la pâture des bovins. Ça se complète bien, les chevaux mangeant les reflux que les animaux laissent, bien souvent. Qu'est-ce qui vous apporte le rendement essentiel de la ferme? Oh, c'est les bovins. Les jeunes s'intéressent à l'élevage? Certains qui ont été trempés un peu dans le métier, oui, mais je crois que c'est dommage, je crois qu'il n'y ait peut-être pas plus de jeunes qui s'y intéressent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils s'y intéressent plus? Ben, je crois qu'il faudrait que les concours hippiques se développent encore plus, que les primes de concours hippiques soient plus élevées. Vous avez eu, monsieur Boudet, déjà un grand cheval qui soit sorti de chez vous? Rock'n'Roll, Alcazar, qui a été quand même un bon cheval, mais enfin que j'avais acheté à 6 mois. Hidalgo, faut pas l'oublier, hein. Et voici, peut-être, un futur champion. Liane d'Or, né en Normandie et élevé près de Rennes par monsieur et madame Lamotte, des éleveurs nouvelle vague, pour qui le facteur chance doit être limité au maximum grâce à des méthodes quasi scientifiques. Cet élevage-là doit commencer au moment où la mer est pleine déjà. Elle doit avoir une alimentation très riche en protéines, très bien équilibrée au point de vue le rapport phosphocalcique, qu'il y ait beaucoup d'oligo-éléments dans son alimentation et beaucoup de vitamines. Et la mère, qui a déjà une mère qui a fait du sport, qui est une mère en très bonne santé, donnera un poulain sûrement en bonne état. Votre objectif, c'est de faire des champions, en fait. Là, c'est de faire de bons chevaux et de temps en temps un super bon. Ce que vous allez voir maintenant est beaucoup moins agréable, esthétiquement du moins. Il y a en effet une spectaculaire invasion de chenilles en ce moment aux États-Unis, où la télévision a tourné ces quelques images qui viennent de nous parvenir. Les chenilles, vous le voyez, ont envahi certaines villes où leur prolifération condamne les habitants à un combat incessant. Le tennis maintenant. Cet après-midi à Flushing Meadows s'est qualifié Björn Borg pour la finale que vous verrez demain en direct sur TF1 à 22h10. On ne connaît pas l'autre finaliste, il faut pour cela attendre la fin du match qui opposera dans un instant Connors et McEnroe. Mais je vous parlais tout à l'heure de la victoire de Borg. Elle a été acquise dans des conditions très difficiles, vous allez le voir sur ces images qui sont commentées par Alain Escoubet. On savait que la demi-finale Connors-McEnroe serait âpre et serrée. Elle commencera dans 1 heure environ et nous aurons le nom du vainqueur dans la nuit. En revanche, il ne faisait de doute pour personne que dans l'autre demi-finale, le jeune Sud-Africain Johan Kriek serait rapidement dévoré par Borg dans un match que l'on voyait à sens unique. Seulement voilà, Kriek n'était pas d'accord.
23 ans, volontaire, teigneux, mais aussi bourré de talent, le Sud-Africain qui ne joue pratiquement qu'aux États-Unis sur cette fameuse surface qu'il affectionne particulièrement, le Sud-Africain a failli à son tour faire craquer l'idole. 29e au classement mondial, Crick menait 6-4, 6-4 devant le numéro 1. Mais tout à coup, à son tour, il faiblit et Borg, parce que c'est Borg, sut prendre, comme l'on dit, le train en marche pour finalement gagner les 3 dernières manches, 6-1, 6-1, 6-1, même si Crick s'en arrachait les tripes. Il n'empêche, Borg, une fois encore, a fait peur. Il ne pourra plus le cacher, il a eu peur. Incapable pendant 1 heure de décocher ses coups avec la précision qu'on lui connaît, notamment sur les points importants, Borg souffre sans aucun doute du poids énorme que lui procure le but qu'il s'est fixé. Vouloir gagner le Grand Chelem, c'est un rêve fou qui le mine et qui le paralyse parfois au point de ne plus se reconnaître lui-même. Cette fois encore, ouf, c'est passé, mais pourvu que ça dure, encore une journée. Ouais, je vous le rappelle, la finale demain soir en direct sur TF1. Hier, le Baron Bic a donc perdu tout espoir d'aller plus avant dans la course de l'America Cup. Son voilier France 3 a été définitivement éliminé par son rival, Australia. Toutefois, avec 10 victoires dans les épreuves de sélection, France 3 et son équipage ont largement sauvé l'honneur. Mais c'est sans doute avec beaucoup de tristesse qu'ils ont abandonné la course après leur défaite d'hier. Sur place, Stéphane Magnier. Le Baron Bic ne disputera donc plus de courses comptant pour la Coupe de l'Américain. La vitesse d'Australia aura eu raison de son opiniâtreté et de son bateau France 3. Les Français ont bien fait tout ce qu'ils pouvaient pour retarder l'échéance, se battant jusqu'à la dernière minute pour renverser la situation. Mais hier, même le sort était favorable aux Australiens, puisque le vent faible les avantageait. France 3 quitte donc la Coupe de l'América 1980 la tête haute. 10 victoires pour 10 défaites. Jamais le Baron Bic n'avait connu une telle réussite. À son retour au port, très ému, il a déclaré « J'arrête, je suis trop vieux, j'espère que quelqu'un acceptera de me remplacer pour défendre les couleurs françaises. » Marcel Bic ne quittera pas Newport tout de suite. Les Australiens lui ont demandé de leur servir de lièvre à l'entraînement, prouve bien l'estime que les deux adversaires ont l'un pour l'autre. Le Baron barrera vraisemblablement lui-même son France 3 jusqu'au 16 septembre, date du début des épreuves finales. Puis il quittera définitivement ce qui fut pour lui un bien beau rêve. Stéphane Magnier, TF1, Newport. Demain, la matinée sera fraîche et brumeuse sur la majeure partie de la France, après quoi le temps sera bien ensoleillé avec des hausses de température, mais le soir, du sud-ouest à la Bretagne, le temps deviendra progressivement nuageux. Et puis pour terminer ce journal, des images tout à fait étonnantes qui nous font découvrir les dragsters. Ce sont de véritables monstres de vitesse qui seront durant ce week-end en compétition sur la piste du Mans. Grâce à des moteurs surpuissants, les dragsters atteignent des vitesses fulgurantes de l'ordre de 300 km/h sur des distances très courtes de quelques centaines de mètres. Un reportage de Christian Van Rieslik. Les dragsters. Sous ce terme un petit peu barbare se cache un sport mécanique extrêmement populaire aux États-Unis, puisque là-bas, 500 000 licenciés pratiquent cette discipline chaque week-end. Il s'agit pour une moto ou pour une voiture de parcourir le plus vite possible la distance de 400 mètres. Tous les coups sont permis selon la catégorie dans laquelle le véhicule est engagé. Un moteur, 2 moteurs, turbo, compresseur mécanique, mais aussi remplacement de l'essence par le nitrométhane. Des puissances étonnantes sont atteintes par ces engins, 600 chevaux pour les meilleures motos et jusqu'à 2500 chevaux pour ces étranges cigares à 4 roues. Pour cette grande première ici au Mans, la distance à parcourir est de 200 mètres. Au départ, l'arbre de Noël. Cette guirlande lumineuse permet aux concurrents de se préparer pour franchir la ligne de départ au moment opportun. Pour les 2 roues comme pour les voitures, le gros problème est d'empêcher l'engin de se cabrer. Les énormes pneus arrière font de leur mieux pour transmettre au bitume les formidables puissances des moteurs.
Les pilotes essaient de conserver leur cap et une fois la ligne d'arrivée passée, il ne reste plus qu'à s'arrêter, ce qui n'est pas toujours facile pour ces bolides lancés en 200 mètres à plus de 200 km à l'heure. Voilà, c'est Bruno Mazur qui, à 23h30, vous présentera la dernière édition de TF1 Actualité. Bonsoir, merci de votre attention et à demain. Thank you.